Bonjour à tous, je suis Émilie, la fondatrice et CEO de My Job Lessons. Je suis ravie de vous retrouver, nombreux encore une fois, pour parler du service d'infrastructure de la Défense et vous parler des ingénieurs militaires d'infrastructure avec le cas aujourd'hui de Valentin qui va nous expliquer son parcours. Salut Louis, salut Olivier, salut Amandine, Clotilde, Emmanuel. Vous n'avez même plus besoin que je vous dise. Vous connaissez la coutume. N'hésitez pas à m'adresser un petit bonjour pour me dire que vous êtes là et que vous nous entendez bien. Hello Sophie, Julia, Jade, Julie, Paul, Alix, Mathis, Lucas, Sylvie, Constant, Hugo, Maxime, Jérôme, Raphaël, mais dites-moi, vous êtes nombreux, ça fait plaisir. Contente de vous retrouver. C'est notre première de l'année 2025. Alors, je commence en vous adressant mes meilleurs vœux pour une année pleine de bonheur, de réussite et de santé. Et on pense à tous les étudiants qui, cette année, vont passer des concours importants. On est tout cœur avec vous et on espère que ces rencontres vont vous aider, vont vous donner des idées de métiers, de parcours scolaires, de cursus à suivre. En tout cas, on vous souhaite le meilleur pour cette reprise. Alors, avant d'accueillir notre invité qui va venir vous partager tout son parcours, vous connaissez, ce webinaire se passe en 2 étapes. Dans la première étape, c'est moi qui ai la chance de poser les questions à Valentin pour en apprendre un petit peu plus sur qui il est, quel parcours il a fait, et c'est quoi concrètement d'être un IMI. Alors, je vous redis encore une fois, IMI, c'est l'ingénieur militaire d'infrastructure. Vous risquez d'entendre ce terme souvent. Donc voilà, je vous donne tous les éléments au sein du SID, le service d'infrastructure de la Défense. Donc, j'ai la chance de pouvoir poser toutes mes questions. Mais pendant ce temps-là, en plus d'écouter ce que raconte notre invité, vous allez pouvoir aller dans l'onglet questions qui est juste à côté de l'onglet chat où vous m'avez envoyé un petit bonjour. D'ailleurs, bonjour Henri qui vient d'arriver. Vous pourrez poser vos questions. Là, j'ai besoin que vous m'aidiez un peu parce que moi, je vais me faire finalement votre porte-parole auprès de Valentin. Donc, pour que Valentin comprenne au mieux qui vous êtes et réponde le mieux possible à la question, l'enjeu, c'est que vous puissiez me donner un peu de contexte. Quel est votre prénom? Quel âge avez-vous? Où est-ce que vous faites vos études si vous êtes encore étudiant? Peut-être que vous avez déjà un premier job, que vous posez des questions de faire autre chose après. N'hésitez pas à me donner quelques éléments de contexte, puis de poser votre question. De cette manière-là, je pourrai expliquer un petit peu qui vous êtes à Valentin, et puis lui, ça va l'aider à répondre le mieux possible à la question que vous avez. Et non seulement je vais compter sur vous pour aller poser des questions dans cet onglet questions, mais je vais compter sur vous également pour que vous m'aidiez à trouver les questions qui vous intéressent le plus. Vous êtes nombreux ce soir encore, du coup je n'arriverai pas à prendre l'ensemble de vos questions. Donc j'ai besoin de votre aide pour que vous alliez liker, voter pour les questions qui vous intéressent le plus. Plus vous votez pour une question, plus elle remonte et plus ça sera la première question que je prendrai. Voilà, assez simple, comme toujours. Et puis, vous allez avoir le replay disponible dès demain. Donc là aussi, pareil, si vous trouvez l'épisode hyper intéressant, que vous avez envie de partager ce que fait Valentin au sein du service d'infrastructure de la Défense, n'hésitez pas à partager, inviter vos amis à découvrir aussi son parcours. On est prêt? On se lance? Juste une petite question avant de se lancer. Est-ce que c'est une première pour vous? Est-ce que vous êtes déjà venu? Dites-moi tout ça pendant que j'invite notre invité à me rejoindre. N'hésitez pas à me dire si c'est une première ou si vous avez déjà l'habitude de venir participer à nos événements. Voilà, pendant que Valentin arrive. Ah ouais, une première quand même pour Paul, pour Henri, pour Sophie, pour Maxime, pour Lauriane. Ah, Amandine est déjà venue plusieurs fois. Bonjour Valentin. Bonjour Émilie. Vous allez bien? Oui, vous? Ça va, merci. Ravie de vous avoir avec nous. Vous voyez, il y a pas mal de personnes qui sont là pour écouter votre parcours, en apprendre un petit peu plus sur qui vous êtes. Donc, comme vous le savez, Valentin, on a une coutume dans ces webinaires, c'est de commencer par ce qu'on appelle la carte d'identité de notre invité. Alors, c'est quelques petites questions très rapides sur lesquelles on répond un peu rapidement pour nous aider à vous connaître davantage. Est-ce que je peux me permettre de vous demander votre grade? Alors moi je suis ingénieur et le pendant dans les autres armées ça va être lieutenant dans l'armée de terre ou enseigne de vaisseau dans la marine. Ok. Est-ce que je peux vous demander votre âge? J'ai 28 ans. Et vous êtes au SID depuis combien de temps? J'ai intégré le service en 2019. 2019. Parfait. Et s'il y avait un souvenir, une expérience qui est la plus forte, la meilleure,
à partager aux personnes qui sont avec nous ce soir, ce serait quoi? On pourrait retenir l'année de formation militaire ou le pilotage d'une opération sur laquelle j'aurai l'occasion de me pencher plus tard. Ok, donc vous nous racontez ça après. Oui, c'est Ok, plus simple. parfait. Et si je vous demandais le moment le plus challengeant, le moment qui était le plus à date, il y en aura peut-être d'autres. Oui, je dirais que c'est le pilotage d'une opération ou le suivi d'une opération pour laquelle bon, voilà, on a pris peut-être un peu de retard et c'est vrai que on souhaite toujours faire au mieux et là-dessus, c'est une petite déception sur l'affectation pour laquelle je suis actuellement. Ok. Votre arrivée au sein du service d'infrastructure de la défense, donc vous êtes militaire. Euh, C'était un rêve de petit garçon. Vous avez des parents qui sont militaires. Vous étiez d'abord ingénieur dans l'infrastructure. C'était ça qui était le lien d'abord, ou c'était le côté militaire? Qu'est-ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui au sein du SID? C'est quoi un peu votre parcours personnel, je veux dire en dehors des études, etc. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre? Hmm. Alors, effectivement, moi j'ai une famille qui baigne un petit peu dans le milieu. J'ai des oncles, tantes militaires, et puis mes parents, frères et sœurs travaillent dans le domaine de la défense. Donc peut-être qu'il y a eu, ça a peut-être joué un rôle, effectivement. Et puis derrière, j'ai eu envie de m'engager au cours de mes années d'études. Et puis c'est ainsi que j'ai fini par trouver le SID. Ok. Du coup, vous êtes rentré en 2019 au SID. Vous revenez un peu sur votre scolarité. Donc là, on a fini cette première parenthèse. Là, on va rentrer dans votre parcours. Vous étiez où au lycée? Vous avez fait quoi après? Et comment vous êtes arrivé jusqu'au SID en termes d'études déjà? Oui, alors moi je suis originaire de Bretagne, de Lorient, donc j'ai effectué mes années jusqu'au lycée d'études là-bas. Ensuite, j'ai fait une prépa intégrée à l'ISABTP à Anglet, dans le Pays Basque. C'est une prépa intégrée, donc j'ai suivi un cursus de 5 ans d'études là-bas. Euh, et c'est au cours de ces années d'études que j'ai découvert le service d'infrastructure et voilà. Donc, vous avez fait une école d'ingénieur sur les sujets d'infrastructure. Enfin, en tout cas sur les sujets BTP. Vous avez découvert le service d'infrastructure de la défense et vous êtes issu d'un recrutement sur titre, comme on dit, c'est-à-dire qu'en fait, vous aviez un diplôme d'ingénieur en poche et vous avez pu rejoindre le service dans ce cadre-là. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du recrutement et peut-être des différents tests que vous avez dû passer, comment ça fonctionne? Oui, alors en fait, il faut savoir qu'il y a 3 modes de recrutement. On va avoir, pour les officiers, j'entends, il va y avoir le recrutement sur titre, pour lequel je pourrais développer juste après. Il va y avoir le recrutement en post-prépa. Donc, à la suite de 2 ans de prépa, vous présentez aux arts et métiers. Il y a une filière qui est l'ENSIM. Et après, vous partez pour 4 ans, dont une année de formation militaire au sein des arts et métiers à Angers. Et puis, il y a également la filière sur officier sous contrat. Là, c'est pareil, il faut avoir fini ses études et puis, comme son nom l'indique, on signe un contrat. Donc moi, pour ma part, j'ai effectivement présenté le concours sur titre. Donc en fait, qu'est-ce qui m'a amené à postuler sur titre? En fait, j'avais pas d'appétence très jeune pour le monde militaire. Et en fait, c'est au cours de mes années d'études supérieures où je me suis intéressé à la question et je me suis dit, j'ai eu envie de m'engager et en fait, j'avais en tête pilote d'hélicoptère. Ouais. Mais vu que j'avais déjà un certain bagage technique et étant en école en prépa intégrée, je m'étais dit qu'est-ce qui pourrait permettre d'allier à la fois ce bagage BTP et le monde militaire. Et c'est comme ça que je suis tombé sur le SID. Donc j'ai fait quelques stages pour prendre la température, voir si voilà, j'étais fait pour travailler au sein du SID. Ça m'a beaucoup plu. Et c'est ainsi que j'ai été amené à présenter le concours sur titre que j'ai obtenu au cours de ma dernière année d'études en école d'ingé. Et j'ai tout de suite commencé l'année de formation militaire qu'impose le statut.
Et donc, du coup, si on parle de cette année de formation militaire, vous m'avez raconté, c'est un mois d'abord où on apprend vraiment à devenir militaire, on marche au pas, on chante, etc. Vous nous racontez un peu où vous étiez et puis comment ça s'est passé ensuite? Oui, alors ça a un petit peu évolué hein, depuis l'époque où je l'avais passé cette année. Donc effectivement, on a un mois où on va finalement effectuer notre formation militaire initiale, où on apprend les rudiments du métier de soldat, hein. Donc, on marche au pas, on apprend à chanter, à tirer, à crapahuter dans les bois. Donc c'est intéressant, ça crée un esprit de corps au sein de la promo. Ensuite, on est affecté au sein d'une école d'officiers, donc que sont l'école navale, Saint-Cyr et l'école de l'air. Donc là, pour une durée variable de 2 à 4 mois. Donc pour ma part, j'avais été affecté au sein de l'école navale. Et pendant cette phase école d'officiers, on va nous proposer des affectations au sein d'unités opérationnelles. Donc, si on prend l'exemple de la marine, on va nous proposer des bateaux, hein. Et moi, pour ma part, j'ai effectué un stage au sein d'un chasseur de mines tripartite sur la base de Brest. Donc ça a une durée, comme je disais, de 5 à 6 mois. Et c'est au cours de ce stage où on va nous présenter les postes que nous occuperons à l'issue de l'année militaire. Ok. Et donc là, à l'issue de cela, qu'est-ce que vous faites concrètement? Comment ça se passe? À l'issue de l'année de formation militaire? Ben, en fait, on termine cette année de formation militaire. S'ensuit une période de quelques semaines, en fait, on va dire d'adaptation à l'emploi qui permet aux jeunes IMI de pouvoir mieux appréhender, je dirais, tout ce qui est marché public, maîtrise d'œuvre, etc. Des notions qui pourraient sembler un peu moins présentes dans certains cursus de recrutement pour des écoles peut-être plus généralistes. Et à l'issue de cette période d'adaptation à l'emploi, on est véritablement affecté sur notre poste pour laquelle on avait été retenu. Donc vous, dans votre cas, c'est dans la marine, enfin en lien avec des sujets maritimes, plutôt on va dire des sujets Ouais, marines. exactement, dans un établissement d'ancrage portuaire, oui. Exactement. Vous nous expliquez un petit peu votre rôle dans ce cadre-là et votre quotidien? Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, l'appellation exacte de mon poste, c'est conducteur d'opération. Mhm. Ça peut sembler un peu barbare quand on ne connaît pas. Donc, on pourrait résumer ça à chef de projet. D'accord. Euh, on pourrait résumer ça à chef de projet, donc qui va piloter des opérations d'infrastructure telles que la construction d'un bâtiment, la réhabilitation d'un quai, etc. Une comparaison que j'aime bien faire hein, pour faire comprendre aux gens ce métier. On se place, faut se mettre à la position de quelqu'un qui souhaite construire sa maison. Donc D'accord. Monsieur Tout le Monde, Monsieur Tout le Monde, il dispose des idées et il dispose d'un certain budget pour construire sa maison. Mhm. Monsieur Tout le Monde, il va devoir faire appel à un architecte et ou à un maître d'œuvre pour bah, venir mettre en forme ses idées et puis peut-être qu'on le conseille. Et puis derrière, bah, cet architecte que nous représentons finalement, l'architecte, maître d'œuvre, en fait le maître d'ouvrage, on va venir contractualiser via des marchés publics des contrats avec des partenaires euh, privés Mhm. pour construire, réaliser les prestations que Monsieur Tout le Monde souhaitait. Voilà, c'est pour essayer de résumer mon métier. Donc du coup, vous travaillez avec plein de personnes sur des projets qui sont plus ou moins longs, alors plutôt longs hein, dans le cadre de projets d'infrastructure qui sont faits au sein du SID. Donc une des particularités finalement de votre métier aussi, c'est que parfois vous pouvez prendre un projet totalement à son début, même avant même qu'il soit lancé pour faire toute la partie études, etc. Et des fois, vous pouvez le prendre un petit peu plus tard. Est-ce que vous pouvez nous expliquer peut-être l'ensemble des étapes
entre le moment où on a l'idée justement de lancer un projet d'infrastructure et jusqu'au bout, au moment où on le lance, en nous expliquant justement quel est, enfin, puisque vous êtes euh, le chef de projet et que vous Oui. êtes là pour justement vous assurer que tout avance comme il faut. Est-ce que pour les jeunes qui sont avec nous et qui ne connaissent pas forcément comment ça fonctionne, vous pouvez reprendre un petit peu les différentes grandes étapes pour... Oui, tout à fait. C'est vrai que quand on n'est pas forcément du milieu, on peut se dire oui, ça prend beaucoup de temps, mais en fait, il y a réellement des raisons à cela. Effectivement, l'utilisateur, le bénéficiaire, par exemple la marine, a besoin d'un nouvel entrepôt. Bon, ils expriment un besoin. Ce besoin, il est étudié par nous, le service constructeur. On va effectuer une revue d'expression du besoin pour essayer de le challenger et de rester au juste besoin et de pas venir proposer des prestations superfétatoires. Donc ensuite s'ensuit toute une phase où on va venir traduire ce besoin dans des documents qui permettent voilà, de montrer aux bénéficiaires qu'on a compris son besoin et qui permettront par la suite de venir rédiger des marchés, pardon, euh, pour contractualiser des entreprises. Donc ça, c'est voilà, toute la phase étude d'un projet. Donc ça peut effectivement être très long, comme en fonction des outils contractuels dont on dispose, être beaucoup plus rapide. Enfin, je vais parler de mes projets. Mais c'est parfait, ça va Je permettre. travaille, ouais, je travaille aujourd'hui sur deux projets de construction de bâtiments. L'un, c'est un bâtiment tertiaire qui va venir accueillir des bureaux et du stockage de matériel. Donc, c'est pas un très grand bâtiment, c'est un bâtiment de 1200 mètres carrés. Mais néanmoins, il y avait beaucoup de contraintes du fait de sa localisation, hein. Je travaille sur le site qui accueille les sous-marins, donc voilà, il y a tout un tas de contraintes ou d'inputs à prendre en compte. Donc là, on disposait d'un moyen contractuel qui nous permettait d'aller relativement vite, parce qu'on disposait déjà d'un titulaire, et il suffisait de traduire, enfin, il suffisait entre guillemets, de traduire le besoin dans des documents qui permettaient dès lors de réaliser la construction. Et il s'avère que en peu ou prou 4 ans, on arrive à sortir un bâtiment en partant de la genèse du projet jusqu'à la livraison. Ça, pour des gens qui ne sont pas forcément du milieu, ça peut paraître long, mais c'est réellement rapide. Et à contrario, le projet pour lequel précédemment je disais que c'était un petit peu ma déception, entre guillemets, c'est un projet pour lequel les études mettent beaucoup plus de temps. On a une expression du besoin qui date, elle, de 2019. Oui. Et voilà. Mais il y a tout un tas de raisons qui expliquent que voilà, il y a de l'inertie dans ce projet. Néanmoins, je ne verrai certainement pas les premiers coups de pioche pour la construction de ce bâtiment. Alors que sur l'autre, vous avez posé la première, enfin, vous avez eu une cérémonie pour fêter la première pierre. Exactement. Ouais. Hier, nous effectuons la cérémonie de première pierre du bâtiment. Et ça, c'est C'est une un- cérémonie coutume que vous faites à chaque fois qu'il y a un nouveau projet qui se lance, que vous nous expliquez comment ça se passe, qui participe. Enfin voilà, je pense que c'est assez intéressant. Alors c'est pas nécessairement systématique. D'accord. Néanmoins, c'est une occasion qui permet aussi de communiquer autour de ce qu'on fait, parce que c'est vrai que le SID, c'est un service de soutien. Mhm. Donc c'est un peu les acteurs de l'ombre, si je puis dire, qui servent l'opérationnel, hein, le marin. Et c'est important, je pense, de mettre en lumière nos réalisations. Tout à fait. Et du coup, vous travaillez sur ces deux projets. Est-ce que par exemple, alors hier c'était cette cérémonie-là, donc c'était un petit peu particulier, mais si on prend la journée de lundi par exemple, juste pour expliquer, vous êtes tout le temps à votre bureau en train de parler avec d'autres personnes. Est-ce que
Comment ça fonctionne? Oui, une journée type, effectivement, je suis, je dirais, à 95% du temps au bureau, hein. Je suis très peu sur le terrain, c'est vrai. Maintenant, c'est ma fonction qui implique cela. Certains postes sont plus sur le terrain. Notamment, par exemple, quand j'étais en OPEX, j'étais beaucoup plus sur le terrain. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. On va en parler juste Mais après, ouais. effectivement, mon quotidien, c'est un quotidien au bureau. Néanmoins, je suis pas seul dans mon bureau. Enfin, physiquement, oui, mais je suis très régulièrement, quotidiennement au téléphone, à sortir de mon bureau pour aller échanger avec les différents experts qu'on peut avoir au sein des différentes divisions. Seul, je pourrais pas avancer. Je suis quotidiennement obligé d'aller solliciter des collègues, la marine, les entreprises pour pouvoir avancer. Je pense que c'est le principe d'un chef de projet, que ce soit infra ou autre, hein. Bien On est sûr. pilote, on est pilote, mais le pilote à bord. Super. Vous l'avez évoqué rapidement. Vous avez eu l'occasion de partir en OPEX l'été dernier. Donc, une OPEX, c'est une opération extérieure. Est-ce que vous pouvez nous en parler et est-ce que vous pouvez nous expliquer aussi, parce que ça peut être un peu surprenant peut-être, de se dire que on a besoin de personnes en charge de l'infrastructure, justement dans des opérations extérieures, quand la France intervient justement en dehors de son territoire pour mener des opérations. Est-ce que vous pouvez nous raconter quelle était votre mission dans ce cadre-là et comment ça s'est passé? Oui, alors effectivement, il y a un besoin d'ingénieurs militaires en OPEX sur les théâtres pour lesquels la France est engagée. Faut être bien conscient, et ça c'est vrai pour toutes les armées, que c'est fonction du contexte géopolitique. Donc aujourd'hui, on peut le voir, hein, en Afrique, par exemple, nos forces se sont fortement désengagées et, et on est présent sur très peu de théâtres désormais en Afrique. Un, un des théâtres forts sur lequel nous sommes présents aujourd'hui, c'est la Roumanie. Voilà, j'imagine que tout le monde comprendra pourquoi. Donc là, c'est dans ce cadre que je suis parti en OPEX. C'était en Roumanie sur une fonction de conducteur de travaux. Donc finalement, on va dire que c'est également du chef de projet, mais en OPEX, tout va plus vite. Donc on est rapidement sur une partie étude et on embraye facilement sur une partie réalisation. Vous partez 4 mois, c'est ça, quand vous partez dans le cadre d'une OPEX, à peu près? Alors, ça varie, mais en général, c'est 4 mois, oui. Ok. C'est quelque chose que vous avez demandé vous. Donc, il faut que vous soyez volontaire pour partir. Et comment ça se passe? Est-ce que vous avez une préparation spécifique? Parce que justement, cette mission, elle est un peu particulière et c'est pas celle que vous faites. Généralement, vous avez Mhm. des affectations qui durent 3, 4 ans, c'est ça, je crois, à peu près, au sein du SID. Oui, c'est Là, ça. c'est une mission qui est plus courte. Comment ça se passe par rapport à votre mission, puisque votre projet n'est pas fini, vous êtes revenu, donc vous êtes parti en milieu de projet pour le faire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment tout ça fonctionne? Oui, alors plusieurs questions. Donc, Désolée. déjà, j'ai eu la chance effectivement de pouvoir partir en OPEX, malgré le fait que je pilote des opérations entre guillemets importantes. Ça a été possible par le préavis qu'on a eu et le fait que ma hiérarchie a été en capacité absorber mon plan de charge. Donc, merci à eux. Ouais, merci à votre manager. Euh, ensuite, pour le reste de la question, on était sur plutôt Comment vous qu'est-ce qui êtes parti? Est-ce que vous avez été préparé? Oui, Est-ce que ça demandait une préparation spécifique? Et qu'est-ce que vous faisiez concrètement sur place? oui. Alors, ça demande une préparation au préalable, car on n'envoie pas n'importe qui. D'ailleurs, c'était une de vos questions. Oui, il faut être volontaire. Maintenant, il y a beaucoup de volontaires, hein, au sein des jeunes, donc il n'y a pas des places pour tout le monde. Néanmoins, il y a un roulement qui s'opère, hein. Et à cela, j'aimerais rajouter
que en fonction des établissements dans lesquels on va être affecté, il y aura une prédominance à partir. J'entends qu'un établissement d'ancrage portuaire tel que Toulon ou Brest aura un jeune ingénieur aura moins tendance à partir ou pas forcément dans la première affectation, surtout vu le contexte, qu'un ingénieur affecté peut-être dans des ESID tels que Metz ou Toulon. Donc voilà, si le jeune souhaite s'engager et que l'OPEX représente quelque chose, un besoin fort, voilà, il faut peut-être avoir cela en tête aussi. Après, pour ce qui était de l'OPEX, c'était une opération, enfin, c'était comment dire, une expérience très D'accord. challengeante parce que tout était nouveau pour moi. Je, le principal bénéficiaire avec lequel j'ai l'habitude de travailler, c'est la marine. Là-bas, c'était l'armée de terre. Donc, ce sont des codes, des modes différents de fonctionnement. Et c'est ça qui fait notre force aussi. Je pense que c'est une certaine adaptabilité. Après, on était sur euh, comment dire, des travaux de création de plateformes, donc c'était principalement du terrassement. Donc là, j'ai dû réouvrir mes bouquins pour un petit peu me mettre à niveau, mais ça se fait bien. Et il y avait aussi une question que vous aviez posée. Oui, on se prépare avant l'OPEX, ils n'envoient pas n'importe qui. Et en l'occurrence, il faut qu'on suive une semaine de formation pour se mettre à jour sur tous les fondamentaux de tir, sur le secourisme de combat, etc. Voilà. Parfait. C'était tout à l'heure, vous n'avez pas répondu à ma question en disant mon meilleur souvenir, j'en parlais tout à l'heure. Du coup, c'est lequel votre meilleur souvenir? C'était l'OPEX, c'était l'événement pour lequel vous avez posé la première, enfin le projet pour lequel vous avez posé la première pierre hier. C'était laquelle d'expérience dont vous vouliez parler en meilleur Bah, souvenir? en fait, je suis quand même assez fier de pouvoir dire qu'en l'espace d'une affectation, on arrive à presque livrer un bâtiment sur le site de l'île Longue. Et je pense que ça, aujourd'hui, de ma toute petite carrière, c'est ma plus belle réalisation et ça dont je suis plus fier. Super. Avant de passer aux questions, et merci Loïc de me prévenir qu'il y a déjà des questions, n'hésitez pas, hein, je suis bientôt à vous, donc si vous avez des dernières questions, n'hésitez pas à aller les poser, et puis je vous rappelle de voter pour les questions des uns et des autres. C'est quoi la suite logique de votre parcours? Là bientôt, potentiellement une mutation, parce que vous arrivez au bout des 3-4 ans dont on parlait tout à l'heure. Ce serait quoi la suite logique? Même si j'imagine que vous n'avez pas encore tous les éléments, mais Non, j'ai pas tous les éléments de réponse à cette question. Néanmoins, pour parler de manière plus générale, le service a une volonté pour ses ingénieurs d'aller voir différents secteurs d'activité, d'aller sur différents sites, aller faire de la maintenance dans des régiments de l'armée de terre, de ce que je peux faire aujourd'hui dans un établissement portuaire, etc., etc. L'objectif, en fait, étant de pouvoir accumuler tout un tas de compétences, d'enrichir son panel, on va dire, et in fine, à terme, de pouvoir accéder à des postes de responsabilité plus élevés. Donc, moi, pour ma part, là, j'ai effectué de la conduite d'opération. Une suite logique pourrait être de prendre un poste en maintenance avec du management d'une équipe. parfait. D'ailleurs, je ne vous ai pas posé la question, mais aujourd'hui, sur le projet à l'île Longue, donc vous êtes le chef de projet, mais il y a combien de personnes à peu près, côté SID, qui travaillent sur ce projet? Alors, je dirais sur tout l'aspect technique, Mhm. on est moi et ma chaîne hiérarchique, je dirais jusqu'à mon N+3, on va être très impliqué, on va être très impliqué sur le technique. Et après, on montera plus haut pour tout ce qui va être pilotage financier. Mhm. Maintenant, sur ce projet en particulier, on est peu nombreux parce que
l'outil contractuel dont on dispose nous le permet. Par contre, si on peut parler de l'autre projet, qui est la construction de laboratoire, donc là on est sur un projet beaucoup plus important, beaucoup plus complexe, qui explique pourquoi aussi on prend de l'inertie hein, dans les études. Sur celui-là, on va être facilement une dizaine de personnes impliquées pour tout ce qui est partie technique, oui. Et dernier sujet, et puis je prends les questions, promis, n'hésitez pas à aller voter si vous ne l'avez pas fait. Au sein du SID, donc vous êtes ingénieur militaire d'infrastructure. En fait, il n'y a pas que des militaires au sein du service d'infrastructure de la Défense. Donc, dans les équipes, dans les personnes avec lesquelles vous travaillez au quotidien, il y a aussi des civils. Est-ce que vous pouvez peut-être juste nous en parler un petit peu, parce que peut-être que certains jeunes qui nous écoutent aussi peuvent être intéressés à la fois par l'aspect militaire et donc devenir IMI demain en suivant votre voie, mais peut-être aussi pour élargir et expliquer qu'il n'y a pas que des militaires au sein du service. Oui, absolument. Le- tout contingent confondu, je pense qu'on est à peu près 7000 agents au sein du SID, donc on se rend compte que c'est quand même un gros service. Au sein duquel, en fait, 2 tiers vont être des agents civils et 1 tiers des agents militaires. Donc, le service recrute à la fois des agents militaires et à la fois des agents civils. Donc, tout le monde y a sa place. C'est vrai que si on a moins d'appétence pour le monde militaire, le service recrute énormément. Et c'est une chance, je pense, que d'avoir au sein du SID à la fois des agents civils et à la fois du militaire, parce qu'on a tous des expériences différentes et ça permet de prendre le meilleur de chacun. Pour ma part, j'ai intégré le SID comme tout jeune qui sort d'études sans forcément penser disposer des compétences requises. Et en fait, j'ai eu un accompagnement, j'ai vraiment été accompagné, que ce soit par du personnel militaire ou civil, au sein de mes premières années d'affectation, et je le suis toujours d'ailleurs. Et là-dessus, je pense que c'est vraiment un élément fort qu'on retrouve au sein du service, c'est cet accompagnement. Oui. Parfait. Un grand merci Valentin pour cette première partie. Je vous propose d'enchaîner du coup sur les questions qui nous sont posées. Donc la première vient de Sylvie, qui ne m'a pas trop dit qui elle était. Donc si vous voulez compléter Sylvie sur le chat, je pourrais donner un peu plus d'éléments après. Donc la question de Sylvie, c'est: bonjour Valentin, quel est votre retour d'expérience sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle quand on travaille dans les armées? Merci beaucoup. Bonjour Sylvie. C'est une très bonne question. Alors, au sein du SID, parce que je vais parler plutôt SID, c'est vrai que l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle, pour ma part, je le trouve très satisfaisant et c'est un des éléments de mon bien-être aujourd'hui. On va dire qu'on va réaliser des horaires de bureau classiques du lundi au vendredi, je vais dire 8h, 17h pour vulgariser. Ouais. Maintenant, quand on est chef de projet, ou peu importe le poste d'ailleurs, on va avoir des pics d'activité à certains moments qu'il faut absorber. Et effectivement, on peut être amené à faire des semaines plus intenses. Néanmoins, on en reste sur un rythme classique du lundi au vendredi avec quelques astreintes dans l'année, mais c'est vraiment pas très dimensionnant. À côté de ça, en plus, on est comme tout militaire, donc on dispose de 45 jours de permission annuelle. 45 jours, c'est 9 semaines, de permission ou de congé, hein, on peut les appeler comme ça aussi. Donc c'est relativement confortable, oui. Ah oui, par rapport aux 5 semaines classiques, 9, c'est pas mal du tout, en effet. Super. Merci. Deuxième question de Maxime, qui est alternant en Bac+3, conduite de travaux à l'ESCT. Sa question, c'est est-ce qu'un diplôme d'ingénieur est obligatoire pour occuper votre poste, ou est-ce qu'un Bac+5 manager de projet BTP pourrait convenir? Est-ce que vous avez une idée? Oui, tout à fait.
Ça convient. De mémoire, c'est bac plus 5 dans le monde du BTP avec ingénieur ou équivalent. Donc on recrute même des architectes de mémoire. Super. Ben voilà, Maxime, tu sais ce qu'il te reste à faire. Question de Julie, qui est architecte, jeune diplômée, et qui se demande quelle est la part d'architecte qui exerce en tant que IMI par rapport aux ingénieurs. Y a-t-il besoin d'une formation technique supplémentaire de mise à niveau quand on est architecte au départ? Alors, il y a quelques architectes au sein du SID, assez peu, assez peu. J'ai une collègue effectivement qui a suivi une formation, donc qui est architecte, mais en poste. Elle, par exemple, a été affectée en division plan, donc elle est sur de l'élaboration de projet, mais c'est pas uniquement de la conception architecturale. On est vraiment sur aussi tout ce qui est description technique des bâtiments. Donc, elle y arrive très bien. Donc, je dirais qu'une formation d'architecte, Ça c'est marche. très bien hein, si on a la volonté. Parfait. Question de Sophie, qui a 40 ans et qui est directrice de projet en génie civil maritime dans un bureau d'études privé depuis 17 ans. Alors, attendez. Ça bouge parce qu'il y a plein de questions qui passent devant. Elle demande si vous externalisez les missions de maîtrise d'œuvre. Est-ce que ça vous arrive de faire ça? Faire appel. Oui, absolument. Et du Oui, coup, oui, comment? oui, ah oui, oui, absolument, avec la loi MOP, on est régulièrement amené à travailler avec des entreprises privées pour réaliser la maîtrise d'œuvre, tout à fait. Parfait. Une question de Léa, qui demande si c'est possible de faire un stage de type bureau d'études ou maîtrise d'œuvre ou conduite de travaux au sein du SID. Vous prenez des stagiaires? Oui, absolument, on en prend, que ce soit pour des stages peut-être un peu plus courts de 2 mois ou des stages longs de fin d'études. On prend également pas mal d'alternants. Donc, je crois que tout ça, c'est visible, en tout cas pour les postes d'alternance, sur nos pages web. Super. Vous pouvez aussi aller rencontrer des ambassadeurs pour échanger avec eux et comprendre comment ça fonctionne. Et puis après, remonter vers les équipes RH du service d'infrastructure de la Défense, justement, pour vous aider derrière tout ça. Une question de Florentin, tiens, qui est intéressante. Est-ce que les projets, donc j'imagine, d'infrastructure, au sein de l'armée, sont plus complexes que dans le civil? Est-ce qu'on peut parler de ça un petit peu? Oui, Justement de... oui, c'est une question très intéressante, merci Florentin. Oui, en fait, je pense que c'est un des éléments pour lesquels un jeune aujourd'hui, ou moins jeune, pourrait vouloir intégrer le service. On a cette chance, de par les activités qu'on couvre, de pouvoir participer à des projets, on va dire, exotiques. J'entends par là la création, par exemple, d'un stand de tir. On fera rarement ça dans le civil. L'adaptation de quais pour l'accueil de sous-marins, c'est pareil. Donc voilà, on a des projets complexes, donc ça c'est vrai. Et on a des éléments, on va dire, qui gravitent autour de ces projets complexes également. J'entends par là des contraintes pyrotechniques, des contraintes de protection défense, etc. Et j'en passe, chose que dans le civil, on ne retrouverait pas. Donc pour tous ces éléments, je dirais que c'est assez challengeant et assez stimulant de pouvoir mener à bien des projets au sein du SID, oui. Moi, j'ai un deuxième sujet, au-delà des projets en eux-mêmes. Est-ce que dans le civil, ce serait un jeune qui a tout juste 28 ans, sorti d'école, à qui on donnerait la responsabilité de projet à des millions, voire des milliards d'euros en responsabilité? Non, mais c'est une question intéressante aussi pour les personnes qui nous écoutent, c'est-à-dire que il y a le projet en lui-même, il y a le fait que ce soit en plus des projets qui sont vraiment des très très gros projets, mais il y a aussi les responsabilités qu'on vous donne puisque vous êtes assez jeune. Mm. C'est votre deuxième
enfin, c'est une première affectation où vous avez beaucoup de responsabilités sur des projets qui peuvent être des projets et très stratégiques, parce que quand on parle de projets liés à l'île longue et donc du coup aux sous-marins, ou que ce soit des projets en termes de Oui, budget oui, des projets-là. je comprends bien. Oui, on a une responsabilité importante dans les projets. On attend de nous que on sorte des documents rapidement, de bonne qualité, en ayant pris l'ensemble du spectre en compte. Maintenant, on n'est jamais seul. Bien sûr, J'entends par là qu'on a toute une chaîne hiérarchique qui va venir nous appuyer, nous challenger aussi et essayer de, de faire monter, je dirais, enfin de permettre de sortir des documents de bonne qualité. Et puis derrière, le pilotage financier, la signature des contrats, elle n'est pas à mon niveau, bien évidemment, vous l'imaginez bien. Euh, mais on est quand même très jeune, effectivement, mais dans des situations où on est en situation de responsabilité, on nous fait confiance. Et je vais faire un parallèle avec l'OPEX. ouais, L'OPEX, c'est encore une autre dimension parce que à âge égal, euh, en fait, on est principal acteur et on- on a un rôle clé. On a un rôle clé parce que tout doit aller très vite, donc on a beaucoup moins de relecteurs sur nos dossiers. Et là, on ressent beaucoup plus le poids de la responsabilité qui nous incombe. merci. On a une question d'une jeune femme, Sharon, qui est en terminale et qui nous dit qu'elle aimerait savoir s'il était possible d'intégrer le SID après une école d'ingénieur classique. Et elle nous parle de l'ECAM, par exemple. Mhm. Oui, tout à fait. C'est possible. Je crois même que, enfin, justement, l'ECAM est enfin, potentiellement une école qui amène au service. Et donc, du coup, vous le disiez, il y a deux modes de recrutement. Soit à l'issue des classes prépa, soit sur titre, comme vous avez fait vous. Alors, si elle est étudiante, enfin, si elle Elle est en terminale. souhaite intégrer les CAM, de mémoire, les CAM, c'est une école en prépa intégrée aussi. Ouais, Donc là, elle aura deux options pour rentrer militaire, j'entends. Soit sur concours, pardon, sous contrat, soit sur titre, euh, comme j'ai pu le faire. Et une école d'ingénieur généraliste, c'est parfaitement adapté hein, pour notre poste. À l'ECAM, vous abordez des notions telles que la RDM, etc. Donc oui, c'est c'est quoi possible. la RDM pour les gens comme moi qui ne Pardon, connaissent pas? oui, c'est résistance des matériaux, Pardon. un sujet. Très bien. Merci. Une question d'Amandine qui se demande ce que ça change vraiment de travailler dans les armées. En termes de sécurité notamment, est-ce que ce n'est pas trop contraignant? Alors, est-ce que ce n'est pas trop contraignant? Alors, je ne sais pas si je comprends bien la question. Contraignant, moi, mon quotidien, effectivement, il y a des contraintes. Je travaille sur un site isolé. Donc, tout le matin, je prends le bateau pour aller au boulot, un transport collectif, hein, et tous les soirs, pareil. On doit passer un certain nombre de contrôles, etc. Donc, ça impacte, oui, le quotidien. Moi, je ne sais pas si c'était réellement la question. Peut-être que ce qu'elle entendait, sinon, c'était est-ce que tout le monde peut postuler? C'était peut-être plutôt ça. Non, Alors, c'était ça. il faut se soumettre à une enquête des autorités compétentes qui vont étudier si, bah voilà, on n'a pas un background, si notre famille, voilà, si on est blanc, on va dire, enfin tout blanc. Pardon. Et si on est passé au crible et que tout va bien, bah à ce moment-là, oui, on peut intégrer les armées.
Question de Léa. Est-ce que vous pouvez nous parler des différents sites du SID en France? Où est-ce qu'ils sont situés et comment ça fonctionne? Alors, le SID est présent partout en métropole et aussi dans les DOM-COM. On a en fait une entité euh, qui est la direction centrale basée à Paris. Et ensuite, dans les régions, il va y avoir des grandes antennes régionales. Donc, on va retrouver Brest, Rennes, Lyon, Toulon, Bordeaux, Metz. Je crois que je n'en oublie pas. Et ensuite, les directions d'outre-mer, euh, Cayenne, Papeete, etc. Et enfin, des antennes plus petites qui vont venir cribler le territoire, donc qu'on appelle euh, des USID. Et là, on est au plus proche de l'utilisateur quand on est dans les USID. Dans les établissements régionaux, on va piloter peut-être des plus gros projets et en direction centrale, ils vont être en charge de tout ce qui est politique générale pour le service, pilotage à grande échelle. Et est-ce qu'on peut choisir où on veut aller? Est-ce qu'on peut dire, moi j'ai envie d'aller justement dans les Outre-mer ou j'ai envie d'aller, tiens, je suis breton, j'ai envie de rester en Bretagne. C'est possible ou potentiellement on peut être affecté n'importe où? Comment ça marche? Il y a un peu des deux. On émet des souhaits. euh, on émet des souhaits. Maintenant, voilà, le service, lui, a des besoins. C'est ce qui sera évidemment priorisé. Maintenant, nos souhaits sont bien évidemment euh, écoutés. Et si le service peut euh, répondre à ces besoins tout en nous permettant d'aller dans les lieux d'affectation qu'on souhaiterait ou sur les postes qu'on souhaiterait, alors oui, bien sûr, il va pas enfin, le service va le permettre. Sans le savoir, c'était un peu la question d'Emmanuel qui demandait combien de sites du SID en France peut-on travailler au SID depuis le Grand Est, par exemple. Vous y avez, euh, vous y avez répondu. Une question de Maxime. Est-ce que le SID recrute régulièrement ou est-ce que les places sont très difficiles d'accès? Alors, le SID recrute régulièrement et des agents de bon niveau. Donc, ces deux questions, enfin, voilà, c'était- Mais vous avez dit, hein, vous êtes 7000 agents. Ouais, tout à fait. Donc, entre les départs en retraite, les créations de postes, etc., oui, on recrute beaucoup d'agents civils, beaucoup d'agents militaires chaque année sur des postes très variés. On va rechercher des gens sur des postes en cybersécurité appliqués au projet. On va rechercher des gens avec des compétences nucléaires, plus généralistes, des juristes. On recrute énormément, oui. On a une question de Marine qui est à l'ECS Paris. Est-ce que vous pouvez être envoyé en opération à l'étranger alors que vous travaillez sur une construction? C'est un peu ce qui s'est passé pour vous, hein. Vous étiez en plein sur votre projet, vous êtes revenu, vous avez pris la suite. C'est votre manager qui a absorbé la charge pendant votre absence, donc c'est tout à fait possible. Oui, tout à fait. Vous en êtes l'exemple. Une question de Camilo et qui nous dit est-ce que le conducteur d'opération d'infrastructure est comme le conducteur de travaux ou le directeur de travaux dans le civil? Est-ce que c'est le même poste? Non, pas du tout. En fait, le conducteur de travaux, c'est vraiment le chef de projet, le maître d'ouvrage, le représentant du maître d'ouvrage. Pour reprendre un de mes chantiers, euh, je travaille avec un groupement d'entreprises dont le mandataire est un des trois majors nationaux. Et il y a un conducteur de travaux avec lequel j'effectue des réunions de chantier chaque semaine, où il me rapporte les différents problèmes qui ont pu être rencontrés sur le chantier, où on va aborder les sujets techniques, financiers, calendaires. Par exemple, si une prestation n'était pas prévue au contrat, qui a dû être réalisée, bon, bah voilà, il va m'apporter les éléments, m'indiquer que pour telle et telle raison, on va devoir le régler de temps. Voilà. C'est vraiment deux métiers complètement différents.
Et d'ailleurs, un conducteur de travaux est très présent sur le chantier, là où un conducteur d'opération, lui, est principalement en bureau. C'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Ouais. Une question de Noah, qui est en première année de BUT Génie Civil. Alors lui, sa question, c'est est-ce que c'est possible de se réorienter dans un autre métier de l'armée si en fait on se rend compte que le premier métier qu'on a pris ne nous plaît pas? Donc est-ce qu'il y a il y a des passerelles? Et je pense qu'il y a un enjeu aussi, parce qu'il nous dit comme soldat par exemple, ou alors d'avoir une possibilité de pouvoir exercer les deux simultanément. Je pense qu'il y a peut-être besoin de réexpliquer le statut militaire, le métier, et puis ce que vous faites. Et est-ce qu'il y a des réorientations possibles? Alors, il y a des réorientations possibles. C'est une question délicate à laquelle je suis pas sûr de pouvoir Ok, vous êtes peut-être répondre clairement. Donc, bon. pour répondre à ça. Après, par exemple, il est possible de s'engager avec un bac+5, de tester l'expérience. Et bon, pour une raison qui nous est propre, on voit que c'est pas fait pour nous. Il est toujours possible de faire machine arrière. Je crois que on a un premier contrat de 6 mois qui nous permet qui permet à la fois au service de voir si l'intéressé est compatible avec les attentes du service et également à l'intéressé de se dire bon bah en fait c'est pas fait pour moi. Et derrière, si notre souhait c'est d'être soldat, c'est toujours possible de se retourner vers un CIRFA et de s'engager en tant que soldat ou autre. On peut aussi, peut-être en parallèle de ses études, être réserviste en tant que soldat, justement, et ça peut permettre en parallèle de ses études, puisqu'il est en première année seulement de BUT Génie Civil, donc ses études vont être au moins sur 3 ans. Ça peut être aussi une opportunité de mieux connaître les armées, mieux connaître aussi peut-être ce qu'est un soldat. Donc Noah, si c'est quelque chose qui t'intéresse, il y a aussi la réserve en parallèle de tes études pour mettre un premier pied dans les armées. Donc n'hésite pas aussi à te renseigner sur ce sujet-là, ça peut peut-être correspondre à tes attentes et te permettre voilà de tester ça aussi. J'enchaîne sur une question d'Amandine, nouvelle question d'Amandine. Elle pose une question sur la pression de votre métier et la charge de travail que vous avez. Parce que vous avez dit tout à l'heure que vous aviez des semaines classiques, mais parfois des semaines plus complexes, plus lourdes. Et donc du coup, Amandine, elle est étudiante ingénieure et voilà, elle se demande un petit peu comment ça marche les semaines plus compliquées. S'intéresse un petit peu à ça. Est-ce qu'il y a beaucoup de pression pour que tout sorte à l'heure, qu'il n'y ait pas de retard? C'est ça en fait. Alors, je dirais qu'au quotidien, je ressens pas une pression malsaine sur mes épaules, hein, loin de là. Par contre, à certains jalons des projets, il y a une bonne pression, il est vrai, parce que on est attendu à telle date pour sortir tel document, pour le présenter à tel organisme, et c'est des moments plus intenses pour lesquels on va être attendu et qui peuvent être source de stress, mais d'un bon stress. Parfait. Une question d'Anaëlle qui est en 4e année au CESI BTP à Strasbourg. Est-ce que la gestion de stockage d'artillerie sur des bases françaises dans les pays étrangers peut faire partie de vos missions si vous faites des missions à l'étranger? Ah oui, oui, enfin, on le voit hein, sur les bases, sur les théâtres pour lesquels la France est présent à l'étranger, on va forcément avoir du stockage de munitions, oui. Donc nous, on prend part en tant qu'ingénieur militaire directement on va dire, le dimensionnement de ces infrastructures. Tout à fait. Super, merci. On s'approche de la fin, donc je vais aller sur les dernières questions. Alors, Cyprien nous parle, nous pose une question. Qu'est-ce que c'est? En quoi ça consiste? Un vernissage militaire quand on entre au sein du SID après nos études. Vous nous expliquez un peu ça? Il y a un vernissage militaire?
oui, c'est mettre un vernis sur quelqu'un qui était civil à la base, j'imagine. En fait, oui, tout bonnement, on n'a aucune expérience militaire, que ce soit en post-prépa ou sur titre, on va suivre cette même année de formation militaire. Donc, euh, la première partie, c'est la formation militaire initiale qui durait un mois, comme je l'expliquais précédemment. Et là, oui, on va apprendre les rudiments. Maintenant, ce sera pas notre quotidien par la suite. Donc en soi, on peut parler d'un vernis qu'on reçoit. Euh, mais au quotidien, je marche pas au pas, je ne chante pas tous les matins. Ok. Néanmoins, chaque année, je comment dire, j'actualise mes compétences en tir, etc. On a quand même des attendus sportifs, militaires. Tiens. Question de Clotilde qui aimerait devenir IMI sous contrat, donc OSCIMI. Elle veut savoir si quand on change d'affectation, on change aussi de grade. Comment ça marche? Alors, non, l'avancement en termes de grade se fait de manière automatique jusqu'au grade de capitaine. Et moi, par exemple, je suis lieutenant. Avec une Ouais. barrette de plus, on est capitaine. Une barrette de moins, on est sous-lieutenant. Et au tout début, on est aspirant. Donc cet avancement, il se fait de manière automatique jusqu'au grade de capitaine. Et ensuite, ça se fait au choix. Les meilleurs passeront plus vite, commandant, etc. Donc le changement de poste, non, n'affecte pas l'avancement. En revanche, pour reprendre l'exemple de cette question, sous contrat, en général, déjà ce qui est intéressant avec sous contrat, c'est que on postule à un poste. Mhm. Par exemple, un poste de maîtrise d'œuvre à l'ESID de Lyon, enfin au SID Lyon. Maintenant, on a changé de nom. D'accord. Euh, on va postuler à un poste en particulier. Et sur ce poste, on va être affecté 4 ans ou plus. Et, et ensuite, on sera potentiellement muté. Parfait. On arrive à la fin de ce webinaire, de cette heure passée ensemble où vous nous avez permis de mieux comprendre le quotidien d'un IMI et de suivre votre parcours et tout ce que vous avez fait jusqu'à présent. S'il y a 3 infos à retenir, moi je retiens plusieurs choses. Déjà, le SID, finalement, c'est rejoindre le SID, c'est rejoindre une mission de service public qui a du sens, avec des projets variés, des parcours professionnels qui sont diversifiés. Vous nous l'avez dit, l'équilibre vie pro, vie perso est bonne. Ça, je l'ai retenu. Quand on est ingénieur militaire d'infrastructure, bah, vous nous l'avez dit, il y a plein de projets de quand même grande envergure, avec des projets très très divers. Là, vous travaillez sur 2 projets qui sont assez différents l'un de l'autre. Vous avez, alors que vous êtes jeune, des belles responsabilités, une vraie montée en compétences. On sent que voilà, vous êtes au quotidien, dans un quotidien qui est stimulant, dynamique, où vous apprenez aussi beaucoup. Et puis, bah voilà, vous faites une mission qui a du sens, puisque en lien aussi avec les armées, la défense nationale. On a parlé de projets de grande envergure tout à l'heure, mais finalement, vous pouvez aussi, alors là vous êtes plutôt basé à Brest aujourd'hui en Bretagne, mais vous pouvez aussi partir faire des OPEX. Mais vous le disiez, il y a beaucoup d'opportunités sur l'ensemble du territoire, que ce soit en métropole ou dans les outre-mer, pour pouvoir justement travailler au sein du SID. C'est pas uniquement Paris ou c'est pas uniquement la Bretagne et Toulon. C'est à plein d'endroits sur l'ensemble du territoire, avec des opportunités pour vous aussi de pouvoir justement aller au fil de votre carrière à différents endroits. Et puis on l'a vu, vous avez eu la chance de partir en OPEX, qui était une demande de votre part que vous avez faite. Est-ce que j'ai oublié quelque chose là dans ce grand résumé que j'ai essayé de faire très rapide de cette heure discutée ensemble? Est-ce que vous avez
peut-être un... Je trouve que c'est une belle synthèse, Émilie. On a bien décrit le poste et le service. Bon, bah super. Merci beaucoup. Je vais vous laisser le mot de la fin, Valentin. Avant ça, je vais remercier l'ensemble des personnes qui étaient avec nous, qui ont posé beaucoup de questions. Je m'excuse si j'ai pas pu répondre à toutes les questions. La bonne nouvelle, c'est qu'on a des IMI comme Valentin qui sont disponibles sur Major Blessings, qui sont des ambassadeurs et qui prennent plaisir à vous partager leur quotidien, vous expliquer ce qu'ils font. Donc n'hésitez pas. Si vous avez encore des questions auxquelles je n'ai pas pu, que je n'ai pas pu poser à Valentin, auxquelles Valentin n'a pas pu répondre, à aller poursuivre les échanges avec eux. Puis je vous laisse le mot de la fin, Valentin, pour conclure ce webinaire. Eh ben, je tiens également à vous remercier, Émilie, à remercier tout le monde. Si j'ai pas été clair, comme l'a dit Émilie, il y a 25 ambassadeurs qui sont là pour répondre à vos questions, donc ce sera peut-être un échange un peu plus intimiste qui est plus complet, mais merci à tous en tout cas. Bah, merci à vous, Valentin. Vous avez été très clair. Vous avez donné beaucoup de réponses. On a pu prendre plein de questions des personnes qui étaient avec nous. Donc, merci beaucoup. Et puis, rendez-vous très bientôt pour découvrir un nouveau métier, un nouveau parcours d'IMI au sein du SID. Et donc, je vous dis à très vite. Merci à tous. Bonne soirée. Merci Au encore, revoir. Valentin. Au revoir.